Alors après une conférencière expérimentée comme Marion Sigaud, je vais vous demander d'accueillir avec attention Virginie Vota, dont ce sera la première conférence publique. Vous l'avez certainement déjà souvent vue en vidéo. Pour la première fois, elle parle devant un public et donc je vous demande de l'encourager. Bonjour à tous et tout d'abord je vous remercie d'être là. Je vais parler des conséquences de la Révolution française aussi, dans la continuité de la conférence de Marion Sigaud, mais je vais vous en parler d'un point de vue un peu plus psychologique ou philosophique, en m'intéressant à l'esprit du féminisme, qui est une véritable religion dans notre société moderne, mais qui est en réalité une simple conséquence qui aurait été inévitable de la Révolution française. On entend partout clamer que les féministes défendent le droit des femmes et militent pour une égalité réelle. Et la réalité, les faits, montrent que cette égalité qu'elles revendiquent n'a rien de juridique, qu'il ne s'agit pas seulement de droit. On nous répète que les luttes féministes sont indispensables pour bâtir un monde meilleur, parce que d'après les féministes, naître femme serait comme une tare. On serait victime par essence. On serait toujours persécuté par les hommes dans cette société patriarcale conçue par les hommes et pour les hommes. Donc l'homme est un potentiel agresseur contre lequel il va falloir défendre la femme. Tous les courants féministes sont en réalité la négation de l'ordre naturel. Tout ce que l'on constate aujourd'hui n'est que l'aboutissement d'une métaphysique du monde. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est toute une façon de concevoir le monde, de concevoir l'essence d'un individu, de concevoir notre être, et donc notre nature, et donc notre fin en soi, ici-bas. Et c'est cette conception, cette métaphysique du monde qui s'est peu à peu imposée dans les esprits, qui a germé pendant des siècles, au moins depuis le XIIIe siècle. C'est un long cheminement philosophique qui a contaminé toutes les sphères de la société pour éclater à la Révolution française, et son aboutissement est à peine visible aujourd'hui encore, je pense. Voilà. Et nous allons en déterrer justement ces racines, nous allons remonter aux causes. Je vais tout d'abord rappeler 3 caractéristiques du féminisme. Le féminisme refuse les contraintes naturelles liées à la féminité, soit les déterminismes biologiques et particulièrement la maternité. Parce que donner la vie est considéré comme une entrave à la jouissance, sous prétexte de libération sexuelle. Donc, parce que aussi, l'acte d'amour est dissocié de la reproduction. Et évidemment, la reproduction aujourd'hui n'est plus pour les féministes l'acte d'amour d'un homme et d'une femme. On va voir un petit peu plus loin ce dont il s'agit. Et pour certaines féministes, le mariage est même considéré comme un esclavage qui a été volontairement institué par les hommes, je l'ai lu dans des manifestes féministes, pour dominer les femmes, bien entendu. Le féminisme prétend, deuxième point, militer pour une égalité entre les hommes et les femmes qui ne serait pas seulement juridique, mais elle revendique une égalité biologique. On le voit dans tous les domaines, dans l'actualité, constamment. Une égalité qui serait donc sociale, qui serait psychologique, puisqu'elle gommerait toutes les différences de fonctionnement entre les hommes et les femmes, même de nos désirs, concernant par exemple le choix d'une profession, le choix des études, le choix d'un mode de vie, d'élever les enfants ou non. Donc gommer aussi les différences psychologiques. Donc le féminisme nie ces différences entre les hommes et les femmes, il nie leur complémentarité naturelle. Le féminisme prétend, troisième point, œuvrer pour la libération de la femme ainsi. Mais quelle est cette liberté qui a pour principe de nier et de lutter contre justement nos déterminismes naturels, contre ce que nous sommes par nature? Cette liberté qui se prétend même au-dessus de la vie humaine en ce qu'elle cautionne notamment l'avortement, soit la mort, au nom de la liberté de faire ce que l'on veut de son corps. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, criaient les Jacobins lors de la Révolution française. Eh bien, les féministes prétendent lutter contre un système patriarcal tyrannique. Elles reprennent exactement la même idéologie. Leur objectif, comme nous l'avons vu, est de couper la tête du père de l'homme hétérosexuel et catholique de surcroît.
Et pour cause, le féminisme est un symptôme de la maladie inhérente à la société moderne. Et je voulais d'ailleurs rajouter que couper la tête de l'homme, c'est la même chose que couper la tête, le chef de cette société. Et on nous présente la démocratie comme un régime où c'est le peuple qui gouverne, ce n'est qu'une illusion. Donc la société moderne est atteinte, si l'on peut dire, d'une forme de dégénérescence, une maladie qui a éclos lors de la Révolution française, mais qui a incubé, si on peut le dire comme ça, plusieurs siècles avant cette révolution, parce qu'il a fallu la préparer dans toutes les sphères de la société, contaminer progressivement toutes les élites pour que ce renversement devienne possible. Et la Révolution française n'est autre que le renversement de l'ordre naturel pour créer un ordre nouveau, comme disait Marion Sigaud précédemment. Et le féminisme donc de 2018 n'en est qu'une conséquence. C'est un symptôme visible dans notre société qui est malade. Donc comment en est-on arrivé à nier ainsi la nature féminine, à mépriser le don que nous avons reçu, notamment de porter la vie, à mépriser la famille, soit l'union d'un homme et d'une femme en vertu du sacrement du mariage, la complémentarité entre nos deux sexes, à mépriser Dieu tout simplement. Pour arriver à ça, il a donc fallu tout d'abord nier la nature humaine. Je vais remonter dans la Grèce antique pour résumer très rapidement la conception du monde à cette époque qui est tellement éloignée de la nôtre aujourd'hui que cela demande un véritable effort que d'essayer de se la représenter. En Grèce antique, l'univers formait un tout, le cosmos si vous préférez, une unité qui était constituée d'une infinité de singularités, d'individus possédant tous leur propre nature singulière. Et cette infinité de singularités participait d'un grand tout, d'une unité de l'univers. Et chacun s'accomplissait à la fois comme membre de ce cosmos, mais aussi en vertu de sa nature particulière. Il tendait à la fois vers sa fin, son rôle dans la cité, et à la fois vers sa fin en soi en tant que comme, et c'est-à-dire vers le souverain bien, parce que nous sommes dotés de raison. C'est très difficile à concevoir aujourd'hui dans une société qui est gangrénée par l'individualisme au point que chacun prétend être son propre univers, son propre monde, et vivre selon ses lois. Notre nature, disait saint Thomas d'Aquin, est ce que nous sommes en puissance, c'est-à-dire ce que nous devons devenir une fois que nous sommes pleinement achevés, que nous avons atteint notre plus grand stade de maturité, lorsque nous avons développé nos dons, lorsque nous atteignons notre fin ici-bas en tant qu'hommes, et cette fin est d'ailleurs indissociable de notre bonheur. Et nous existons au sein d'une création, d'un ordre naturel qui nous dépasse, qui est indépendant de notre perception, de notre esprit, même de nos émotions, de nos désirs. Et nous sommes insérés en tant que créatures de Dieu dans cet univers, dans cet ordre naturel. Et nous avons une place. Mais au XIIIe siècle, Guillaume d'Occam et les franciscains sont venus contredire le docteur de l'Église et planter une graine noire dans les esprits qui n'a cessé de germer depuis. Pour le franciscain, il n'existerait pas d'ordre naturel. La philosophie de Guillaume d'Occam est extrêmement complexe et je n'ai pas fini de l'étudier, je vous en fais simplement un résumé très grossier. Mais on va dire que ces grandes lignes sont ce qui ont structuré philosophiquement les esprits et la société moderne, la démocratie. Donc il n'existerait pas d'ordre naturel extérieur à nous, les individus. Guillaume d'Occam dit que seul l'individu est connaissable. On ne peut pas connaître l'univers ou l'ordre en dehors des individus. On ne peut que connaître intuitivement et immédiatement l'individu. Donc l'individu devient le centre d'un nouveau monde. Et la réalité, tout ce qui est extérieur à l'individu, les choses qui nous entourent, ne sont que perceptions. Ce sont peut-être même des illusions, parce que nos sens sont trompeurs. Elles peuvent changer. Et d'ailleurs, Guillaume d'Occam, c'est une querelle en fait sur la substance de l'être, sur ce que nous sommes par nature. Guillaume d'Occam nous dit: le langage n'est qu'un signe arbitraire inventé par l'homme. Et donc, le langage, le signe que l'on choisit, le mot que l'on applique à une chose que l'on voit en réalité, peut être différent selon la perception de chacun, non seulement de cette chose, mais du signe qui sera choisi pour désigner la chose. Donc, le langage, le mot est privé de son essence. C'est l'existence de la chose telle qu'on l'aperçoit qui va déterminer ce que l'on lui assène comme essence, comme définition.
Ainsi, l'individu est au centre du monde. Et tous les philosophes, passant même par Luther jusqu'à Hobbes, Voltaire, bien entendu, Diderot, ont été à cette école nominaliste. Et nous sommes tellement pétris, même malgré nous, de nominalisme que lorsqu'on étudie un peu la pensée et la philosophie de Guillaume d'Occam, je trouve, en se penchant sur les textes, on a du mal à voir la contradiction, on a du mal à voir là où il se trompe tellement on est habitué à cette conception de l'esprit. Et donc, au XVIe siècle, les humanistes qui eux-mêmes sont pétris, ont tous été formés à l'école nominaliste, qui notamment est responsable, entre autres, de la division de l'unité spirituelle en Europe, donc de l'Église catholique, puisque Guillaume d'Occam s'est rebellé contre l'Église et contre les papes déjà à l'époque. Les humanistes vont en plus complètement éclipser tous les apports scolastiques du Moyen-Âge et replonger directement dans les doctrines hellénistiques pour en tirer le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme. Et à l'instar de ce stoïcisme, ils vont déclarer notamment que la raison humaine et souveraine, que nous avons en nous une sorte d'étincelle divine, comme les stoïciens disaient, nous avons une partie du logos en nous, et en vertu de cette raison, nous sommes donc aptes à tout juger, à tout critiquer, à tout remettre en question. Et les mystères et les miracles vont être démystifiés parce que ces philosophes vont prétendre, notamment depuis la révolution scientifique, et c'est une pensée qui sera reprise jusqu'au XVIIIe siècle, que les miracles et les mystères n'existent pas. Si ce sont simplement des phénomènes qui nous sont inexplicables et c'est notre ignorance et notre superstition qui nous fait concevoir le miracle et le mystère comme tel. L'homme devient progressivement un fabricateur, c'est-à-dire qu'il va fabriquer sa réalité, il va se fabriquer lui-même petit à petit, comme dit le philosophe Marcel de Corte. Pour Malebranche, Dieu lui donne même la mission d'améliorer le monde par la technique. Pour Fontanelle et l'abbé de Saint-Pierre, même époque, c'est la révolution scientifique, XVIIe siècle, la nature est volontairement créée imparfaite par Dieu, car l'homme a pour mission de la parachever, de la perfectionner en la dominant. L'homme se met donc à dénaturer la nature. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Et pourquoi, comment ? Eh bien parce que la nature serait écrite en langage mathématique. Il peut donc en percer tous les secrets, tous les mystères. C'est aussi l'époque des utopies qui sont liées donc, à cette révolution scientifique et à l'esprit de géométrie. On imagine des cités idéales sur des plans qui sont savamment calculés, où les hommes appliqueraient tous la même morale qui leur aurait été enseignée comme une véritable science du bonheur. Et pour vivre dans la paix perpétuelle. Et ce qui est compréhensible pourquoi ces philosophies ont émergé, c'est également en pleine période de guerre de religion. Par la morale, tous les hommes ainsi seraient libres, ils seraient délivrés des préjugés, des tyrans, et donc il n'y aurait plus la guerre, il n'y aurait plus de superstition. Ils seraient tous égaux, et donc ils deviendraient tous frères. Ce sont les origines du cosmopolitisme, du mondialisme. Et telle est la voie du progrès idéologique, le progressisme, le même progressisme qui aujourd'hui nous mène au transhumanisme notamment. La Révolution française est donc une apothéose humaine, pour reprendre l'expression de l'abbé Olivier Rioux. C'est aussi le processus que décrit Arnaud Pinsky dans son formidable ouvrage « La tête coupée ou la parole coupée ». Lorsque tous les pouvoirs dominants de la société ont été pervertis, ont été infiltrés par cette nouvelle métaphysique du monde, cette philosophie, eh bien, c'est la société entière qui était prête à basculer, à se renverser, notamment en 1789. Je vous ai parlé du langage plus haut, de l'esprit de géométrie ou de l'esprit technicien, qui impose ce langage mathématique. Pour instiller des idées nouvelles dans les esprits, il a fallu détacher le sens des mots de leur essence, de leur réalité, et on est tombé ainsi dans l'abstraction. On peut alors réinventer tout un monde imaginaire, puis calquer cette projection, cette représentation mentale sur la réalité, et maquiller ainsi la réalité sous d'autres dénominations. On peut formuler, et c'est le principe de la science moderne qui a éclos au XVIe, XVIIe siècle, on peut formuler des hypothèses dans notre esprit, concevoir les instruments de mesure pour vérifier l'application, la réalisation de ces hypothèses sur la réalité et ensuite valider l'expérience. Et c'est ainsi qu'on façonne le monde par notre pensée en y appliquant nos idées. Il s'agit de l'idéalisme. Et ces courants que j'ai cités sont les fondements de la société moderne,
de la démocratie notamment. Nous sommes donc au-delà d'une simple conception philosophique ou même politique, bien entendu. Pour reprendre les mots de Maxence Eckart, donc c'est une nouvelle métaphysique de l'être. Les révolutionnaires se disent d'ailleurs régénérés. Ils disent qu'ils ont une autre essence, donc que l'homme de l'ancien régime, donc l'ancien régime, ce sont les archives, c'est l'obscurantiste. Et quand, vous savez, quand on nous dit à l'école, on ne se lavait pas, on allait tous derrière les rideaux, il n'y avait pas de... Oui, c'est ça, c'est... Et l'homme nouveau est le centre de la société. Il est le nouveau Dieu. La République française est donc anthropocentriste. Et pourquoi est-il un homme-dieu? Eh bien, en plus de ce que j'ai dit précédemment, parce qu'il est libre grâce au culte de sa raison. Le culte de l'homme devient la religion de cette nouvelle patrie qu'est la République. De la même manière que le culte de Dieu était celui de la France. On est dans un renversement, une perversion de l'ordre naturel. Cette liberté, qui est toujours écrite avec une majuscule, consiste à nier et à abolir les déterminismes naturels qui font de l'homme la créature de Dieu et donc qui a des limites. L'homme nouveau entend se créer lui-même, sans aucune limite, ce qui nous mène d'ailleurs au transhumanisme. Il est le démiurge qui façonne la réalité conformément à sa perception, à cette idéologie, à cette vision du monde. S'il n'existe plus d'ordre naturel indépendant de nous, que la réalité change en fonction de notre perception, donc il n'y a plus de vérité, parce que rien n'est immuable, rien n'est figé, tout est en perpétuelle évolution, c'est le progrès perpétuel. Et il n'y a donc plus aucun déterminisme. Le sexe peut être détaché du genre, de la même manière que l'essence du nom est détachée de la réalité, parce que l'homme nouveau façonne sa propre réalité, et donc il façonne sa propre identité. Il a renié son identité naturelle. L'existence n'a plus de lien avec l'essence. Si mon sexe biologique est féminin, je peux déclarer à cet instant même être de genre neutre ou masculin, parce que je le ressens ainsi, parce que je me perçois ainsi, et aussi parce que tout est fait pour influencer notre perception et nos émotions par justement le pouvoir en place. Si à cet instant, devant vous, je me dis subitement homme, eh bien, c'est que je suis simplement un gender fluid. Ça existe vraiment, c'est un mouvement qui revendique le droit et des droits et le droit d'exister comme légitime, parce que plusieurs individus complètement imprégnés par cette idéologie, malheureusement, ont déclaré que c'est leur droit, c'est ainsi, c'est leur réalité, c'est leur propre monde. Il n'y a plus de vérité. Voilà l'aboutissement de la pensée nominaliste au XXIe siècle. Et si les mots n'ont plus de sens, la réalité ne veut plus avoir de sens non plus. Avoir un enfant n'est en conséquence plus le résultat de l'acte d'amour, de l'union entre l'homme et la femme, mais un droit revendiqué au nom du culte de la liberté. Je peux satisfaire mon désir grâce à la science. Voilà à quoi sont dévolus aujourd'hui les progrès de la technique issus de la science moderne. Le gouvernement de Macron prévoit, en tout cas c'est en débat, de légaliser la PMA. Et Jules Ferry disait en 1870, il faut choisir citoyen sous peine de mort. Il faut que la femme appartienne à la science ou à l'Église. C'est exactement ce qui est en train de se réaliser. La famille, qui est la première communauté naturelle, qui implique des devoirs, un don de soi, donc le renoncement à son individualisme. La famille, c'est le socle de notre pays, de la France, de tout pays d'ailleurs, de toute nation. C'est pour cela que la République, qui n'est pas la France, mais au contraire, qui est une patrie philosophique ennemie de la France, s'emploie à la détruire en premier lieu avec autant d'acharnement. Parce que la famille est le seul rempart, parce que la famille dite aujourd'hui traditionnelle, on est obligé d'opposer cet objectif parce qu'on ne peut plus entendre de sens véritable sous le nom de famille à cause de ce nominalisme. Eh bien, cette famille traditionnelle s'oppose à la liberté métaphysique de l'homme nouveau. Le citoyen, celui qui appartient à la patrie république, parle quant à lui de parentalité. Tout est dans le langage, parce que l'essence des mots conditionne notre perception et la réalité, l'existence des choses. Voilà le résultat de la Révolution française d'un point de vue métaphysique et philosophique. Ce renversement de l'ordre naturel, cette négation de notre nature d'homme, la volonté de détruire Dieu. Le féminisme n'est qu'une conséquence parmi toutes les autres, une manifestation de cette dégénérescence. Et si l'on veut agir efficacement, il faut donc remonter à la cause de cette maladie et combattre la République prétendument française et redevenir catholique. Je vous remercie.